Bien, la fois précédente, nous avions un peu balayé la problématique, les questions qui se posent dans l'approche de ce qu'on appelle les invasions barbares, à la fois donc sur notre terrain et chez les historiens de l'Occident romain, et vu comment, d'une certaine manière, les mêmes questions se posent, bien que l'état de la documentation soit évidemment pas le même. Alors, je vais faire d'abord un petit point sur la littérature scientifique globale disponible sur cette période pas très longue, donc qui va du IVe au 7e siècle, mais extrêmement riche en développement de très longue portée pour l'Asie centrale. Alors, bon, il y a des chapitres sur cette période dans la Cambridge History of Iran, qui est paru dans les années 80, ouais. Mais bon, certains de ces chapitres sont très bons, mais il faut dire que c'est maintenant vraiment dépassé, notamment sur l'information archéologique, et qu'au moment même où la Cambridge History of Iran est parue, enfin pour ce volume, qui était donc le volume allant, je crois, des Séleucides aux Sassanides, certains chapitres avaient déjà 15 ans ou 20 ans de retard, parce que le volume a été extrêmement lent à publier. Donc je n'y renvoie pas trop. Alors, en langue occidentale, il n'y a pas beaucoup de présentations générales. Les deux présentations d'ensemble qui existent et qu'on peut dire de bon niveau sont dues à l'archéologue soviétique Boris Litvinsky, maintenant disparu il y a quelques années. Il y a un ouvrage en français, donc, que je montre ici, qui a été traduit et, disons, révisé sous la direction très vigilante de notre collègue Henri-Paul Francfort. Ce livre donc il y a plusieurs chapitres. Ce livre va de l'époque achéménide jusqu'à la conquête arabe, mais consacre pas mal de sections à la période qui nous intéresse. Il est paru en 98, en fait il était achevé pour l'essentiel en 85. Donc si vous voulez, ça nous donne ce qu'on pourrait appeler un point de vue soviétique tardif. Voilà, juste à la veille de la dissolution de l'URSS. Et du même auteur, il y a donc beaucoup de choses dans le volume 3, celui qui est montré en haut à droite, de l'histoire des civilisations de l'Asie centrale, publié par l'UNESCO, collection extrêmement inégale. Le volume 3 couvre la période 250-750, sous la direction de Litvinsky. C'est vraiment un des meilleurs. Je ne recommande pas trop le volume précédent parce qu'il a été dirigé par le savant hongrois János Sarmata, qui avait une fâcheuse tendance à voir partout des inscriptions qui n'existaient pas et qui a basé un certain nombre de chapitres sur ces lectures d'inscriptions qui n'ont jamais été que des traits accidentels sur des pierres. En fait, entre le livre de Litvinsky et donc les chapitres qu'il a donnés dans ce volume 3, dont il était par ailleurs le coordinateur, si vous y reportez, vous verrez qu'il y a beaucoup de copier-coller. Vous lisez en anglais, à peu près dans beaucoup de sections, la même chose que ce qu'on lit en français. Ça a été fait à peu près au même moment. Les défauts de la présentation de Litvinsky, je dirais que c'est une tendance qu'on trouve malheureusement assez souvent chez les auteurs soviétiques à donner des références non hiérarchisées. Je m'explique. Ils ne font pas la différence entre ce qu'ils tirent de la littérature scientifique, généralement la leur, et ce qui vient directement des sources. Ce n'est pas toujours clair. Voilà. Et on a parfois l'impression, certaines affirmations donnent l'impression de sortir des sources. En réalité, ce sont des hypothèses faites par tel et tel savant, et les références aux sources ne sont pas toujours très précises. En
en général données d'après des éditions russes qui ne sont évidemment pas celles que nous consultons. Bon, dans les 2 volumes que je viens de présenter, je pense quand même que les références ont été refaites en fonction des éditions que nous avons. Un autre problème avec l'approche de Litvínszky, c'est qu'il a beaucoup tendance à généraliser d'après son propre terrain. Et son propre terrain, c'était la partie tadjik de la Bactriane, ce qu'on appelait la Bactriane Nord, terme qu'on n'emploie plus trop maintenant, on parle plutôt de Tokarestan septentrional. Il généralise, il a beaucoup travaillé, il a plus travaillé que qui que ce soit, lui et ses collaborateurs, dans cette zone, mais pour la période qui nous concerne, ce secteur offre probablement une version plutôt optimiste par rapport à ce qui s'est passé ailleurs. Ça se passait moins mal dans cette zone, qui était plutôt un peu une zone refuge, assez abritée, etc., un peu loin des grands chocs entre les grands empires. Et il a un peu tendance à extrapoler. Bon, ceci dit, c'est quand même la base qu'il faut utiliser à cause de l'ampleur de l'information mobilisée et puis d'un très grand sens du terrain. Litvínszky, il a passé sa vie sur le terrain archéologique, donc quand il parle de sites, quand il parle de matériaux de construction, quand il parle de paysages, il parle de choses qu'il a vraiment vues. Les livres de Litvínszky donnent, du point de vue de la narration événementielle, tout de même un cadre assez large, hein, pas extrêmement précis. On a été beaucoup plus loin récemment dans la tentative de récit historique, de l'histoire politique, dynastique, etc. On a été beaucoup plus loin à Vienne. Et c'est dans le milieu des numismates que ces approches ont été tentées. Alors, ça avait commencé, l'école numismatique de Vienne relative à l'Asie centrale a été fondée après la guerre par Robert Goebbels, qui était un grand numismate, mais qui avait des idées assez bizarres et qui était extrêmement dogmatique, notamment sur ce qui concerne la chronologie. Alors, il a publié en 1967 4 volumes, histoire en allemand, histoire des Huns orientaux, histoire des Huns iraniens, en Bactriane et en Inde, qui a été la base après sur laquelle ses disciples ont complété, parce qu'il y a eu énormément de nouveaux exemplaires connus, ils ont en partie corrigé, mais pour dire les choses crûment, ils n'ont pas tous vraiment tué le père. Certains l'ont fait, d'autres moins. Voilà. Un des problèmes avec cette approche des numismates de Vienne, c'est une confiance absolue dans la fiabilité du raisonnement numismatique. Quand ils ont tiré une conclusion d'après les monnaies et que cette conclusion paraît démentie par les autres sources que nous avons, c'est que les autres sources se trompent. Voilà. Et c'est malheureusement un défaut qu'on trouve souvent dans leurs publications. Il y a eu plusieurs volumes parus récemment, je vous passe le détail, sur les monnaies de cette période, un volume par Pfisterer, un volume par Vondrovec. Alors je recommande tout particulièrement le dernier paru, qui est tout juste paru il y a quelques jours, par Michael Alram, Das Antlitz des Fremden, c'est-à-dire ce qui veut dire le visage de l'étranger. En fait, c'est un volume qui a été tiré d'une exposition qui a eu lieu au musée d'art et d'histoire de Vienne et qui était sur un site web. Finalement, ils en ont tiré un livre en complétant. Et c'est vraiment un état extrêmement commode et agréable des connaissances. Il intègre pas mal d'informations archéologiques. Oui, donc ça, le visage de l'étranger, les frappes monétaires des Huns et des Turcs occidentaux en Asie centrale et en Inde, ça couvre la période 4e, 6e siècle, disons. Je ne partage pas toujours. Certaines options chronologiques ont été révisées par rapport à l'héritage de Goebbels.
D'autres non, je ne suis pas toujours d'accord avec la chronologie proposée, ce n'est pas celle que je vais proposer ici, mais c'est vrai, c'est vraiment une très très bonne introduction. Et alors l'illustration est splendide. Ils ont pris les meilleures, les plus belles monnaies superbement photographiées pour absolument tous les souverains. Je dois dire que c'est une superbe illustration de ce que j'appellerais le jeu de massacre des trognes prodigieuses de ces conquérants nomades. On n'a jamais vu, même si on prend Goscinny, Astérix et les Goths, on n'a jamais vu une telle galerie de têtes de barbares où que ce soit. C'est extraordinaire. J'en illustrerai un certain nombre. Et le réalisme ethnique qu'on peut même caractériser de violent et provocateur de ces portraits monétaires est lui-même porteur d'informations sur l'idéologie de ses conquérants, parce que cette terreur physique qu'ils inspiraient, ils l'ont utilisée comme un moyen de propagande, nous le savons. Je serai amené à revenir là-dessus. Alors il y a encore un livre qui est paru en 2013 par un savant, je crois, est-il ouzbek, non, turkmène, je crois, Kourbanov, The Archaeology and History of the Hephthalites, paru à Bonn en 2013. Bon, à mon avis, c'est pas très bon. C'est surtout une compilation et pas très critique. Alors, je vais en préambule, faire un point évidemment forcément grossier et schématique sur les différentes périodes qu'on peut distinguer. À mon avis, on peut commodément en distinguer 5, disons, rangées par peuple envahisseur et par dynastie. Dans une zone, disons, qui va de Merv à la Bactriane, du sud de l'Afghanistan actuel à Samarcande. On a d'abord, pendant un siècle et demi à peu près, pour moi c'est entre 230 et 280, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, certains mettent plus tôt, certains mettent plus tard, une période où après l'effondrement de l'Empire couchant, il y a une occupation sassanide directe. Peut-être pas si directe que ça, probablement fondée sur des accords avec les aristocraties locales, mais il ne semble pas qu'il y ait d'autres souverains, enfin, au moins en Bactriane et dans la partie sud de l'Afghanistan, on ne voit pas agir d'autres souverains que le roi sassanide lui-même. À partir de 280, c'est la phase 2, c'est la phase dite Kushano-sassanide qui a duré un siècle, où là, on a des souverains qui ont des noms royaux sassanides, qui ont des têtes de sassanides, qui ont une iconographie sassanide, mais qui ne sont pas les rois sassanides qui règnent en Iran. Alors, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est une branche cadette de la dynastie, à laquelle les Sassanides, dont on sait qu'ils avaient affronté une révolte généralisée des provinces orientales vers 280, ont délégué le pouvoir, et ces gens vont s'affirmer, souverains mazdéens, donc, voilà, comme les Sassanides, mais qui est l'un des titres des Sassanides, mais grand roi des couchants. C'est-à-dire qu'ils reprennent le titre de l'ancienne dynastie. Et pourtant, ce ne sont probablement pas les descendants de l'ancienne dynastie, où il y a peut-être eu des mariages. Bon. Ce sont des princes sassanides délégués, avec probablement une large autonomie, puisqu'ils avaient le droit d'émettre des monnaies en or, ce qui est rarissime dans les États vassaux sassanides, c'est même un cas unique. C'est une politique que les Sassanides ont également tentée en Arménie. Au moins à certaines périodes, on voit très bien qu'en Arménie, ils n'arrivaient pas à s'en sortir avec l'insubordination de l'aristocratie arménienne, qui en plus était chrétienne. Alors de temps en temps, ils restauraient l'ancienne dynastie, ça ne marchait pas. De temps en temps, ils gouvernaient eux-mêmes, ça ne marchait pas non plus. Et à certains moments, ils déléguaient à un prince, un des fils du roi, voilà. Et donc ça, c'est visiblement la solution de
de la sous-dynastie déléguée qui a été adoptée donc au Tokarestan. Alors, je dis Tokarestan, bon, c'est ce qu'on appelait dans l'Antiquité la Bactriane, mais il se trouve qu'à l'époque qui nous concerne, le nom Bactriane disparaît des sources. On n'en parle plus. Quand on parle de Bactre et le Balkhan, le pays de Bactre, ça désigne la région autour de Bactre. Ça s'est resserré sur l'ancienne capitale. Ça ne désigne plus que les Grecs appelaient la Bactriane. Le nom qu'on trouve dans les sources, c'est Tocharestan, dont on sait que ce nom apparaît au IIe siècle après Jésus-Christ, on le sait maintenant, et ça désigne les premières possessions de l'État couchant. Quel est le rapport étymologique entre les Tokaroi, le peuple, et les Yuechi, dont on sait que ce sont le peuple dont sont issus les couchants? On ne le saisit pas, mais tout ce dont on est sûr, c'est qu'il s'agit du même peuple. Voilà, deux manières de désigner le même peuple. Alors, à la même époque, bon, les Sassanides, puis les Kushano-Sassanides, ne vont jamais s'étendre très loin au nord par rapport à la Moudaria. Dans ce qui est en gros l'actuel Ouzbékistan, ce n'est pas eux qui gouvernent directement, c'est ce qu'on appelle ces pays, donc Samarcande, Boukhara, etc., dépendent, sont éclairés par très peu de sources, mais on voit qu'ils dépendent d'une confédération nomade que les Chinois appellent les Kangqiu. On ne sait pas non plus ce que ça veut dire. Tout ce qu'on sait, c'est que Kang va rester pendant très longtemps l'un des noms chinois de Samarcande. Les Kangqiu, ça a l'air d'être une confédération nomade de, disons, en gros, alano-sarmates, enfin des Iraniens orientaux, peut-être centrés sur le Sirdaria ou les steppes du Kazakhstan, comme seront beaucoup d'empires nomades plus tard qui domineront l'Asie centrale. Cette confédération, la partie sud de la nébuleuse Kangqiu, qui correspond en fait à l'ancienne Sogdiane, Samarcande, Boukhara, le Tchatch qui est Tachkent, forme une espèce de sous-unité de type confédéral qui était connue des Sassanides, puisque dans les inscriptions de Shapur Ier, on voit très bien qu'il distingue d'un côté l'ancien pays des couchants, où il règne, et puis au nord, Sogde-Tchatch, qui est une structure confédérale qui unit les grandes villes de la Sogdiane et un peu plus au nord, la région de Tachkent. Et il y a une certaine stabilité dans la structuration politique de cette zone, puisque on voit que ces ensembles, dont les sources chinoises nous indiquent qu'ils structuraient la partie sud de la confédération Kangqiu, ces ensembles avaient surgi dès l'effondrement de la domination grecque. Dès la fin de la période grecque, il y a des souverains locaux qui émettent des monnaies à Boukhara, ça va continuer jusqu'au bout, pareil à Samarcande, et puis un peu plus au sud, entre Samarcande et la Moudaria, la vallée qu'on appelle le Kashkadaria, qui est la Sogdiane méridionale, très prospère à cette époque, plus prospère peut-être que Samarcande. Et donc ces ensembles se mettent en place. Et on va bientôt avoir examiner un témoignage très direct de ça, c'est que parfois ils s'entendaient pour des entreprises de colonisation dans la steppe. Donc voilà en gros le faciès politique qu'a la zone vers 280-380. Alors à partir des environs de 380, ça commence parfois un peu avant, tout cela est bousculé par une première vague d'invasion. Il n'y avait pas eu d'invasion depuis la steppe, depuis l'époque de l'effondrement des Grecs, ou un peu après. Et là, on voit apparaître des peuples que, disons, dans la littérature savante, on désigne sous le nom de Chionites. Alors, Chionites, c'est le nom qu'ont donné les historiens gréco-romains à ces envahisseurs. Et en fait, étymologiquement, enfin linguistiquement, ce sont les Huns, c'est le même nom. C'est le même nom, c'est-à-dire que à partir du nom des Huns, l'autodésignation des Huns, qui devait être quelque chose comme Hun ou Khun, les Iraniens ont fabriqué une forme savante,
Hyōn, parce qu'ils les ont assimilés à un peuple ennemi qui était mentionné dans l'Avesta et qui n'avait certainement aucun rapport avec eux, qu'on appelle les Hyōna. Et la littérature Pélévi, très largement manipulée ou écrite par les prêtres, a toujours cherché des identifications avec les Écritures saintes. Et donc, ces gens-là, de même que plus tard, on appellera parfois philistins les Scythes, bon, dans ces sources Pélévi, ces envahisseurs sont désignés comme Hyōn, et en fait ce sont les Huns. Alors les Romains ont connu ces peuples par l'intermédiaire des Iraniens, les ont entendus désigner comme Hyōn, et là-dessus ils ont fabriqué eux-mêmes une forme avec un pluriel grec, Kionitai, d'où voilà, ça nous donne les Kionites. Mais il faut savoir que quand on lit Kionite, on lit le même mot que ce qui plus tard va être chez nous les Huns. Bien. Ces gens-là sont attestés, on voit qu'ils sont remuants sur la frontière nord-est des Sassanides à partir de 355 environ, et après ils déferlent sur toute l'Asie centrale, semant, semble-t-il, quand même pas mal la dévastation, et ils font des premières incursions en Inde. Puis, quatrième phase, sur ce fond d'envahisseurs probablement assez divers, émergent des constructions impériales. Visiblement, probablement les aristocraties régnantes sont issues du milieu nomade, mais ce sont des gens qui s'appuient sur les structures, qui s'appuient sur les structures étatiques qu'ils ont trouvées, qui s'appuient sur les villes, qui s'appuient sur les administrations locales, un petit peu à la manière dont plus tard procéderont les Mongols après deux ou trois générations en Chine ou en Iran. Alors la première de ces constructions, je les appelle des constructions impériales hybrides, parce que visiblement l'élément moteur est d'origine nomade, mais ils prennent appui sur les sociétés locales. Alors la première de ces constructions qu'on détecte, ce sont les Huns Kidarites. Il se trouve qu'ils ont un roi, leur premier roi s'appelait Kidara, et ils sont désignés comme Huns Kidarites dans un certain nombre notamment par les historiens byzantins. Ils ne durent pas longtemps, environ 420-476, mais ils ont un rôle très important, comme vous verrez, parce que eux, ils ont pris pied au nord, ils ont pris pied en Sogdiane. C'est la première fois que l'ancienne Asie centrale des Grecs, qui allait très loin au nord, qui allait de Samarcande jusqu'au nord-ouest de l'Inde, se retrouve réunifiée dans une même construction étatique. Alors après les Kidarites arrivent d'autres Huns qu'on appelle les Hephthalites, qu'on saisit, qui émergent environ, ils mettent 10 ans à défaire les Kidarites, ils émergent vers 466 et ils sont défaits, ils durent un siècle, ils sont défaits vers 560. Alors vous voyez, c'est vraiment des périodes où l'histoire s'affole un peu. Ces dynasties qui ont toutes leurs faciès assez originales, en fait, elles durent 3 générations. Et puis à partir de 560, on arrive dans une époque plus stable avec la dernière invasion venue du nord-est. La suivante viendra de l'ouest, ce seront les Arabes. L'invasion venue du nord-est, ce sont les Turcs occidentaux. Il y a eu les premiers États qui se sont intitulés turcs. Ça ne veut pas dire que la famille des langues turques n'existait pas avant, et probablement un certain nombre d'empires nomades connus aux époques antérieures sont de langue altaïque, turque, proto-turque, mais les premiers qui se sont autodésignés comme les Turcs apparaissent vers 550-560 en Mongolie. Alors il y a l'empire des Turcs orientaux, qui a donné vraiment maille à partir aux Chinois, et il y a l'empire des Turcs occidentaux qui a balayé toute l'Asie centrale. Cet empire s'effondre en gros,
complètement en 658, mais il y a toujours des dynasties turques locales qui se prolongeront jusqu'à la conquête arabe et même après. Voilà en gros pour mettre les idées en place. Alors, je dirais, nous avions dans le cours précédent envisagé, d'après notamment l'ouvrage de Ward Perkins, les critères qui permettent de parler d'un effondrement de civilisation en Occident aux mêmes époques. Ward Perkins isolait un certain nombre de ces critères. Alors, par anticipation, on peut voir dès maintenant lesquels de ces critères semblent fonctionner en Asie centrale et ceux qui fonctionnent moins. Le premier critère qu'avait retenu Ward Perkins, c'était la régression urbaine. Y a-t-il régression urbaine en Asie centrale à cette époque? Oui, mais au début, plutôt au début, parce qu'à partir du 5e siècle, ils se remettent à fonder des villes d'un type différent des villes antérieures. Et c'est surtout les gros organismes urbains hérités des villes énormes de l'Antiquité qui dépérissent ou se rétractent. Il y a toujours le réseau des villes petites et moyennes subsiste et même va se renouveler à cette époque. Donc là, ce critère de la régression urbaine ne peut pas être utilisé de la même manière en Asie centrale et en Occident. Deuxième critère qu'avait isolé Ward Perkins, la régression de l'usage de la monnaie. Alors là aussi, c'est oui et c'est non. En Asie centrale, c'est oui pour l'or. Les Kushano-Sassanides avaient émis des quantités phénoménales de monnaie d'or. Il y a toujours des émissions de monnaie d'or en Bactriane, mais quand même, semble-t-il, un volume assez contracté. Mais à côté de ça, ces petites dynasties qui apparaissent maintenant se mettent tous à émettre des monnaies de bronze et d'argent. On ne peut pas vraiment parler d'une disparition de l'enseignement monétaire, même d'une disparition de l'outil monétaire, même pas du tout. Alors, troisième critère qu'avait retenu Ward Perkins, déclin de la production artisanale. Oui, relativement, pour la poterie. La poterie de ces époques, si vous avez l'occasion d'aller l'admirer dans les musées d'Asie centrale, elle n'est pas très enthousiasmante. Elle ne se renouvelle pas beaucoup. Ce qui est très embêtant pour nous les archéologues, parce que quand on a des chronologies monétaires assez imprécises, ce qui est le cas pour ces époques, et des chronologies céramiques qui se promènent sur 2 ou 3 siècles, on ne se sent pas très bien toujours pour dater les niveaux. Mais il y a des domaines de la production artisanale qui vont subsister, notamment la vaisselle prestigieuse d'argent, disons au niveau supérieur de la production aristocratique, ça subsiste à un niveau qui est assez bon. Quatrième critère, c'est le dernier que j'envisagerais, que relevait Ward Perkins pour parler d'un effondrement civilisationnel en Occident, c'est la régression de l'usage de l'écrit. Régression phénoménale vers le sommet de la pyramide sociale, et même pas tout le sommet de la pyramide sociale, puisque c'est seulement l'élément sacerdotal qui conserve la maîtrise de l'écrit. La haute aristocratie sombre dans l'illettrisme, jusqu'à Charlemagne. Alors, là pour ça, c'est pareil. On ne peut pas vraiment... on n'en est pas du tout certain en ce qui concerne l'Asie centrale, en réalité. En Occident, on note un phénomène assez spectaculaire, c'est la disparition de ce qu'on appelait l'alphabétisation pauvre, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas forcément allés à l'école, mais qui ont une sorte de semi-maîtrise de l'écrit et qui font des graffitis. On n'a jamais vraiment observé ça en Asie centrale. Beaucoup plus qu'en Occident, en Asie centrale, l'écrit avait toujours été une affaire de professionnels, une affaire de scribes.
des scribes qui pouvaient être tout aussi bien au service des religions qu'au service des princes. C'est vraiment un corps constitué qui probablement avait vraiment ces traditions très solides qu'on suit en grande continuité depuis la chancellerie achéménide. Manière d'écrire, même quand ils ont changé de système d'écriture, puisque à un certain moment il y a eu divergence après la domination grecque. Partout, sauf en Sogdiane, on est revenu à l'écriture araméenne qui avait été celle de la chancellerie achéménide, mais en Bactriane, on a adapté l'écriture grecque. Alors, il se trouve qu'on a la preuve évidente maintenant qu'au moins en Bactriane-Tocarestan, les scribes ont traversé tous les régimes, même les plus dévastateurs. Il n'y a aucune dégradation, aucune régression, pas de changement dans les usages. Là, cette preuve, nous l'avons par les archives du petit royaume de Robe, dans le nord de l'Afghanistan, qui ont été découvertes à partir des années 1990, maintenant intégralement publiées. Ce sont des archives notariales, à la fois princières, parce qu'il y a de la correspondance, mais beaucoup d'archives notariales, des contrats, etc. Malheureusement, on n'a pas de texte religieux. Et on a une série absolument continue de 230. Le plus ancien document daté, c'est en 233, c'est-à-dire que c'est au moment même de la chute de l'Empire couchant. Et le dernier document daté, c'est en 772, c'est-à-dire déjà sous la domination arabe. Et pendant 5 siècles et demi, on n'observe pas de phase de déclin. L'écriture évolue, certaines modes changent, mais c'est toujours la même présentation avec des sceaux, les documents roulés, souvent en double copie, une remise aux parties contractantes, et puis une qui sert de témoin et qu'on laisse sceller et qu'on ouvrira en cas de litige. Tout ça, ça ne bouge pas pendant 4 siècles. Alors, très bien, la classe des scribes n'est pas bousculée, visiblement. On peut, en ce qui concerne les milieux religieux, il est certain qu'on a une pratique continue de l'écrit à la fois dans les milieux bouddhistes, manichéens et chrétiens, pas semble-t-il dans les milieux zoroastriens, mais où que ce soit à cette époque, le zoroastrisme n'est pas une religion de l'écrit. C'est une religion dont l'essentiel de la transmission et de la pratique est de nature orale. Qu'en est-il de la haute aristocratie? Alors là, on est un peu frustré dans nos informations, parce que nous savons qu'en Iran sassanide, l'écriture faisait partie de l'éducation aristocratique. On a des textes qui nous le disent très explicitement. En Asie centrale, on ne sait pas. On n'a aucun texte qui nous parle de ça. Chaque fois qu'on a des lettres qui émanent d'un aristocrate ou même d'un marchand, on peut penser quand même que les marchands savaient lire et écrire, mais on a des documents, des lettres qui émanent de marchands dans ce qu'on appelle les anciennes lettres sogdiennes, trouvées près de Tourfan, début 4e siècle. On voit très bien qu'on a la même écriture dans 2 lettres émanant de 2 marchands différents. Donc, c'est toujours des scribes qui écrivent. On n'a pas d'autographe. Et là et pareil dans les documents sogdiens du Mont Mough au moment de la conquête arabe, ce sont pour l'essentiel des lettres que s'échangent des princes locaux ou des aristocrates. On voit très bien que tout ça est dicté. On n'a pas d'autographe. Alors là, un jour peut-être, on va faire des découvertes qui nous permettront de répondre à cette question, mais actuellement, on n'a pas les éléments. En examinant le modèle Ward-Perkins de l'effondrement de l'Occident romain, j'avais signalé qu'il y a certains types de causalités auxquelles il ne s'est pas intéressé, les causalités, disons, non politiques, non migratoires, climatiques, épidémiologiques. Alors là, on a quand même quelques éléments en ce qui concerne l'Asie centrale.
Pour ce qui est du facteur climatique, on commence tout juste à y travailler. Disons qu'actuellement, on est dans une phase de rattrapage. On a des articles qui paraissent maintenant régulièrement. Celui-là, qui est très intéressant, est de 2006, il y en a des plus récents, fondés sur des prélèvements dans les lacs de la région de l'Altaï, les lacs de haute montagne, où on peut observer de manière très fine, par les pollens, les modifications de la flore. On voit qu'il y a eu des phases de péjoration climatique. Et pour la période qui nous intéresse, curieusement, assez souvent, de temps en temps, on arrive à corréler ces phases. On s'aperçoit que ces phases coïncident justement avec des périodes où les nomades sont sortis des montagnes, de l'Altaï et des steppes environnantes. Alors, pour la période qui nous intéresse, on a une microphase de péjoration avec climat froid et humide entre à peu près 370 et 580. Comme par hasard, 370, c'est le moment où les Huns, aussi bien les nôtres qui vont arriver chez nous que ceux qui déboulent en Asie centrale, sont sortis des montagnes de l'Altaï. Et 580, c'est l'époque de la dernière grande migration nomade depuis la Haute-Asie, qui va être la migration des Turcs occidentaux. Bon, là, il y a quand même une coïncidence intéressante. En plus de cela, alors récemment, il y a une donnée. Alors ça, c'est les phases climatiques de longue durée. Alors, à côté de ça, il y a la vulcanologie. On sait très bien que s'intercalant dans les évolutions climatiques assez lentes, il y a des phases de perturbations violentes, mais assez brèves, à l'échelle de quelques années, qui sont dues à de très grosses éruptions volcaniques. En général, ça se localise du côté de l'Indonésie. On connaît tous l'histoire de la dégradation climatique, des terribles années qu'on a eues en Europe occidentale entre 1815 et 1818. Bien. Là, alors, on a réussi à en isoler une phase d'éruption volcanique. C'est très exactement en 626. Toujours par les études de ces dépôts. C'est exactement l'année où l'empire des Turcs orientaux s'est effondré. Et il y a un article très intéressant qui est paru comparant justement les effets de très durs hivers en Mongolie, tels que la Mongolie en a vécu entre 2009 et 2011, et qui entraînent un effondrement massif des effectifs des troupeaux, tout simplement parce que la couche de neige est devenue trop épaisse et trop dure pour que les chevaux puissent la percer et se nourrir. Et on s'aperçoit que c'est exactement dans ces années de catastrophes volcaniques le volcan, il n'était pas à côté de la Mongolie, il était probablement en Indonésie, mais c'est l'effet d'obscurcissement du ciel par le transport des poussières. C'est exactement dans ces années qu'on a un effondrement économique et politique de l'empire des Turcs occidentaux. Donc là, je dirais des Turcs orientaux. Là, on est vraiment dans des recherches qui sont en train d'exploser. C'est tout récent, ça a commencé il y a 10 ans, mais il faut être très attentif à ce qui va en sortir. Surtout, je ne suis pas le seul à le penser, un certain nombre d'archéologues pensent que les modèles climatologiques sont vraiment intéressants pour l'Asie centrale, parce que l'Asie centrale est une zone de marge. C'est-à-dire qu'on est aux limites des possibilités de l'agriculture. Si quelque chose se dégrade dans le climat, ça va tout de suite se ressentir dans les terminaisons d'oasis d'Asie centrale, etc. Alors, j'avais évoqué à propos de l'Occident le facteur épidémique, et l'effet probable, auquel on pense de plus en plus, de la grande peste de Justinien, donc 540-740, sur l'affaiblissement de l'Occident. Alors, cette peste de Justinien a-t-elle atteint l'Asie centrale? On n'en sait rien. On le saura peut-être un jour. Une chose est sûre, elle a atteint l'Iran. On le sait parce qu'il y a eu des
il y a eu des effets à la cour. Et au moins un roi sassanide, l'un des tout derniers, Kawad II, est mort de la peste. L'impression qu'on a en voyant les récits de la conquête arabe en Iran, c'est qu'à partir du moment où ils sont montés sur le plateau, les Arabes sont entrés un peu comme dans du beurre. Comme s'ils arrivaient dans un pays qui était dépeuplé, qui n'avait pas les moyens d'aligner des grosses armées locales. Les grosses armées, elles étaient envoyées sur les fronts extérieurs. L'Iran était mal défendu et probablement, peut-être à cette époque, sous-peuplé. Alors, la grosse question, c'est que est-ce que c'était pareil en Asie centrale? Alors, évidemment, on observe un très grand contraste entre la rapidité avec laquelle les Arabes se sont emparés de l'Iran et le siècle et demi qu'il leur a fallu pour venir à bout de l'Asie centrale. Alors on serait tenté de poser en hypothèse que peut-être la dépression démographique qu'on note, qu'on soupçonne en Iran, n'avait pas affecté l'Asie centrale. Alors il y a actuellement une tentative d'évaluation démographique de l'Asie centrale aux alentours du 7e siècle par un article d'Étienne de la Vessière qui va paraître dans le JSHO, Journal of Economic and Social History, qui paraît aux États-Unis, of the Orient, paraît aux États-Unis, d'après des données, en croisant des données à la fois des recensements chinois pour le Turkestan oriental, Xinjiang, et les effets de l'observation par satellite des limites d'oasis matérialisées par des grands murs en Asie centrale occidentale, selon les périodes. Bon, lui, il arrive, disons, à un chiffrage extrêmement optimiste de la population en Asie centrale au moment des invasions arabes, peut-être de l'ordre de 10 millions d'habitants. Voilà, donc là, c'est quelque chose qui probablement, ce sont des données qui probablement vont bouger. Alors, que nous dit l'archéologie? Bon, alors, l'archéologie permet d'observer des cas de rétractation urbaine, mais en Asie centrale, c'est plutôt pour le début de la période que nous examinons ici. Des phases épidémiques. L'archéologie funéraire est peu parlante pour l'Asie centrale à ces époques, en ce qui concerne les évaluations démographiques, parce que, comme vous savez, on n'enterre pratiquement pas les corps entiers. Étant donné le rituel zoroastrien, les sépultures que nous trouvons sont des sépultures fragmentées, secondaires, de corps qui ont déjà été exposés. C'est très très difficile de fabriquer des modèles démographiques à partir de ça. Ce qu'on voit, c'est que dans certains sites de Bactriane du Nord, on a des dépôts massifs de cadavres pour, disons, le 4e, 5e siècle, dans des sections abandonnées de remparts, de villes, etc. On soupçonne des épisodes épidémiques violents. Mais tout ça, encore une fois, est assez mal datable, mais très probablement, les choses vont évoluer, et puis il y a un moment où l'ADN finira par être mobilisé et on pourra savoir davantage si les sépultures massives qu'on détecte pour ces périodes sont effectivement liées à des épisodes épidémiques. Alors, je vais maintenant en venir à un tableau plus précis de ces invasions barbares en confrontant les sources textuelles complétées par l'archéologie. Et puis, dans une deuxième partie du cours, probablement, on commencera cette année, j'examinerai la question beaucoup plus au niveau du terrain, des différents sites, des architectures, des réalisations, etc. Alors, pour la présentation générale des invasions barbares, la méthode que je vais suivre cette année sera un peu différente de celle que j'ai suivie pour les années précédentes. Dans les années précédentes, je montrais au tableau uniquement des documents archéologiques ou iconographiques, ou éventuellement des monnaies. À partir des périodes que nous abordons maintenant, on a beaucoup plus de textes. Et ces textes, ils ont l'avantage en plus de venir
de proposer des regards croisés. On a un nombre assez important de textes au chinois. On a des sources romaines et romano-byzantines, enfin c'est d'abord romain, puis ça devient byzantin, assez riches, dans la mesure même où les armées byzantines se sont affrontées aux armées sassanides, lesquelles transportaient parfois des troupes d'Asie centrale. Donc ça a amené un certain nombre de témoins romano-byzantins à se trouver en face de populations d'Asie centrale, pour la première fois depuis Alexandre. Et ils les ont décrits assez précisément. Et alors, on a pour ces sources romano-byzantines, on a un complément intéressant qui sont des chroniques arméniennes. Alors, qu'est-ce que l'Arménie a à voir avec tout ça? Tout simplement que les Sassanides ont massivement utilisé l'aristocratie arménienne sur le front de l'Est. Ils ont fait exactement la même chose que feront plus tard les tsars, c'est-à-dire que les tsars, ils ont pris l'aristocratie, ils ont pris la classe militaire polonaise et ils les ont envoyés en Asie centrale. Avec ça, on pacifie deux frontières à la fois. La frontière de l'Ouest, d'où on a retiré des éléments qui pouvaient être rebelles, et la nouvelle frontière où on a amené des militaires extrêmement dynamiques qui, en plus, à partir du moment où ils ont été transportés à l'autre bout de l'Eurasie, se transforment, sont pris par le syndrome de Stockholm et se transforment en des patriotes extrêmement énergiques du pouvoir qui les a déportés. On a tout à fait le phénomène avec les officiers généraux polonais que les tsars ont amenés en Asie centrale. Ces gens qui étaient rebelles à Varsovie étaient prêts à mourir pour le tsar à Tachkent. On voit la même chose avec les Arméniens. Dans certains récits de bataille, nous les avons par l'intermédiaire de rescapés arméniens qui sont rentrés au pays et qui ont raconté, et c'est passé dans les chroniques. Et on a même au miracle pour ces périodes des sources historiques indiennes. En général, l'Inde et l'histoire, ça fait vraiment pas bon ménage. Mais pour ces périodes, on a des inscriptions qui sont assez détaillées sur les invasions des Huns, que les Indiens appellent les Hunas, des inscriptions détaillées qui ont le caractère de petites chroniques. Donc ça nous apporte beaucoup. Alors, toutes ces sources diverses et variées, je serai donc amené à les projeter au tableau parce qu'il faut les commenter, de la même façon qu'on commente les documents archéologiques et iconographiques. Ces sources informent sur la situation politique globale et parfois donnent des indications assez précises sur l'existence des villes. Alors, dans un premier temps, faisons un petit bilan de ce qui se passe au IVe siècle, à la veille des grands chamboulements provoqués par les invasions barbares. Ce qu'on peut dire, c'est qu'à cette époque, on est vraiment encore sur les rails des grandes constructions impériales qui ont succédé aux Grecs avec les Kushans, les Kushano-Sassanides, il y avait eu des apports nomades assez massifs, tant en Bactriane qu'en Sogdiane, au moment de la chute des Grecs et assez longtemps après eux. Mais ces apports, on voit très bien que dans les deux cas, ils ont été digérés. Ces éléments nomades ont été intégrés et, on peut dire, ne sont plus dangereux. Voilà. Alors, on a, en ce qui concerne la Bactriane, on a un très bon poste d'observation avec les nécropoles dites de Bishkent. Vous voyez, enfin, c'est un peu au sud-ouest de Douchambé. Vous voyez ici la Moudaria, l'Oxus, Aïranoum, dont nous avons parlé la première année, Bactre, la grande capitale de la Bactriane, la Moudaria. La Sogdiane commence ici, là, aux portes de fer, le défilé des portes de fer. Ici, on est dans la zone qui à partir de l'époque Kushan, on appelle Tokarestan, et tout à fait dans les vallées, enfin, un peu le long de la Moudaria, mais beaucoup plus
dans les hautes vallées, on a des nécropoles nomades. Ces nécropoles nomades, elles ont duré longtemps, jusqu'au IIe, voire IIIe siècle. Mais on voit que ce sont des nomades d'une certaine manière pacifiés et intégrés. Dans les premières publications, ils avaient été présentés, enfin c'était le titre de la première publication archéologique sur cette nécropole de Bichkent, les nomades en route vers l'Inde. L'idée étant que c'était les nomades qui avaient mis fin au royaume gréco-bactrien et qui avaient enterré leurs morts ici et qui plus tard vont déferler sur l'Inde du Nord-Ouest et fonder l'Empire couchant. En fait, ce ne sont pas des nomades en route, ce sont des nomades qui se sont vraiment arrêtés. Dans les dernières publications, qui sont dues en fait à Litvinsky et à ses collaborateurs, on voit que ces grandes nécropoles, enfin surtout la grande nécropole de Bichkent, commencent au 1er siècle avant Jésus-Christ, donc assez longtemps après la chute des Grecs, et qu'on a des sépultures largement jusqu'au IIe siècle, voire après. Donc, cette population nomade de la frontière nord a, peut-on dire, accompagné l'Empire couchant pendant toute son existence. Alors, vous voyez, le mode de sépulture n'est pas zoroastrien, est typiquement nomade, avec ce qu'on appelle des fosses à enfeu, c'est-à-dire un puits et puis une cavité latérale où on dépose le mort entier en bouchant avec des pierres et quelques céramiques, enfin quelques offrandes qui l'accompagnent dans la mort. Il y avait probablement, du point de vue ethnique, c'est assez mélangé. Il n'y a pas tellement de gens là-dedans qui présentent la déformation crânienne typique de l'aristocratie couchane, mais il faut dire que les tombes les plus riches avaient été pillées avant les archéologues. Et donc, peut-être, on a perdu les tombes qui auraient le plus appartenu à l'élément dirigeant. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des armes, évidemment, des grandes épées, ce qu'on appelle les épées de type sarmate, hein, ces très longues épées en fer, mais il n'y en a pas dans toutes les tombes. Il y a aussi des arcs, des flèches. On voit bien que certains de ces gens étaient des guerriers professionnels qui ont dû servir dans les armées couchanes, peut-être pour défendre la frontière nord, peut-être parfois pour les accompagner dans des expéditions plus au sud, mais ils n'étaient pas tous des guerriers professionnels. Certains étaient tout simplement des éleveurs. Alors, bon, ils ont des bijoux qui, eux, sont de tradition, en gros, de tradition nomade, quoique vous avez ici des hippocampes à la grecque, les pierres sont locales, les turquoises, les grenats du Badarchan. Chose très intéressante, donc il y a des poteries parmi les offrandes. Ces poteries ne sont jamais fabriquées par les nomades. Ce sont exactement les poteries qu'on a à la même époque dans les villes et villages couchants. Et tout simplement, coexistant avec ces nomades enterrés dans la vallée de Bichkent, il y avait des villages. Et ces nomades, tout simplement, utilisaient les poteries qu'ils achetaient au potier du village voisin. Donc, on a une situation très vraisemblablement de coexistence pacifique. Alors, ils apportent quand même un certain nombre de croyances qui leur sont propres. C'est le moment où on voit apparaître dans le répertoire des terres cuites les petites figures aux cavaliers. Alors, est-ce que ce sont des dieux? Est-ce que ce sont des ancêtres? En tout cas, ils ont le bonnet typique des Scythes. Alors, ça, c'est leur signature dans l'art local. Plus au sud, donc là, on était à la frontière nord de la domination couchane et couchano-sassanide. Plus au sud, au cœur vraiment des empires, on a vraiment l'impression de rester sur la lancée de la grandeur impériale des Couchants. Les enceintes urbaines héritées de l'Antiquité sont maintenues, peut-être même agrandies à cette époque, et on arrive à des dimensions énormes. Voilà, Bactre,
Bactre fait 400 hectares. Alors, enfin, 400 hectares, bon, on n'est pas bien sûr que la citadelle est probablement inoccupée, donc il faut peut-être en rabattre un peu et enlever une centaine d'hectares. Enfin, c'est vraiment une ville énorme. Probablement assez semblable par ses dimensions à Hérat. Alors, on n'a pas beaucoup d'indices archéologiques à Hérat, mais on sait que c'est un atelier monétaire kushano-sassanide, c'est une de leurs capitales, et moi j'ai tendance à penser que c'est de cette époque que datent les limites de la ville prémoderne. Plus à l'ouest, à Merv, qui a toujours appartenu, enfin qui n'a jamais appartenu aux Kushans, qui a appartenu sauf à un moment, il y a des Kushano-sassanides qui s'y sont établis. Sinon, ça appartient vraiment à l'ouest, à l'Empire parthe, puis à l'Empire sassanide. Merv est une ville énorme, hein, vous voyez, il y a la ville ronde, probablement achéménide, la ville carrée qui est grecque, enfin c'est confirmé maintenant, le rempart, vous voyez, ça fait à peu près 1,5 km de côté, c'est de la taille de Samarcande, et en plus de ça, il y a un mur d'oasis. Les murs Bactre aussi a un mur d'oasis qui enserre une grande partie du territoire irrigué. Et tout ça, ça subsiste très bien jusqu'à l'époque sassanide, puisqu'on sait qu'à certains moments même, le souverain sassanide, quand il va commencer à éprouver le besoin d'assurer la défense face aux nomades de plus en plus remuants du nord-est, va parfois établir sa cour et sa capitale à Merv. On a des monnaies Marv-Shaigon, Merv la royale. Et on a plusieurs attestations de ce qu'à certains moments, la cour ambulante des Sassanides se trouve en fait à Merv. Bien. Il y a encore en plein IVe siècle, on a des fondations urbaines de grande taille. Alors voilà une ville à l'est de Bactre, qui s'appelle Kalaïzal, qui doit faire, qui fait 160 hectares, c'est absolument énorme. Il ne semble pas que ça ait été vraiment occupé. C'est visiblement un grand projet impérial kushano-sassanide, qui n'a peut-être pas, qui est peut-être venu trop tard, au moment où tout ça allait s'effondrer. On a un bon réseau de villes moyennes. On avait vu de la première année que certaines des villes moyennes de l'époque kushane ont continué un peu, comme Dilbergine. Alors voilà une ville qui s'appelle Kalaïzal, non, excusez-moi, Zartepe, au nord de Termez, ville moyenne, 16 hectares. C'est une fondation kushane. Mais vous constatez, à l'époque kushano-sassanide, la dernière époque, IVe siècle, c'est extrêmement densément occupé. Voilà. Et ça, c'est le sondage. Ils ont fait juste un sondage au milieu. Vous voyez le tableau que ça donne. La principale ville de la Bactriane après Bactre, c'est Termez, juste sur le côté nord de la Moudaria. Bon, à cette époque, elle atteint une extension considérable, enfin l'extension qu'elle aura en fait à l'époque islamique. La citadelle qui est probablement achéménide, cette ville basse très peu explorée, mais dont je pense qu'elle était la ville grecque, et puis ça s'étend par là, et il y a même au IVe siècle un appendice au nord, un faubourg fortifié, très, très puissamment fortifié, qui a été fouillé ces dernières années par l'équipe de Pierre le Riche, qui peut-être était une extension religieuse, englobant des lieux de culte. On ne sait pas encore très bien. Ça, c'est une fortification qui continue à être renforcée en plein IVe siècle. Donc on n'est absolument pas dans une phase de régression. Alors, si maintenant on va observer ce qui se passe en zone rurale, il y a 2 zones rurales qui ont été prospectées d'une manière particulièrement intensive. L'une qui est la Bactriane orientale,
en fait autour d'Aïranoum, enfin bien au-delà d'Aïranoum, prospecté dans les années 70. Voilà, en fait, c'est tous ces zones vertes, là, irriguées. Voilà, c'est tout ça. C'est l'équipe de Jean-Claude Gardin et Bertil Lyonnais, Pierre Jantel, voilà Calaïsal que j'ai montré tout à l'heure, cette fondation très gigantesque du IVe siècle. Toute cette zone de la Bactriane orientale a été prospectée très finement et ça a été très bien publié. Il y a par ailleurs la zone ici de la vallée du Sulkhan Daria, au nord de Termez jusqu'à Dalverzin Tepe, qui a fait l'objet d'une thèse non publiée. Il y en a quelques articles qui ont été tirés par Sébastien Stride. Dans les deux cas, le tableau qui en sort, c'est que le 3e, 4e siècle, c'est ce qu'on appelle, c'est ce que Pierre Chaunu appelait chez nous le monde plein. Toutes les capacités possibles de mise en eau sont réalisées. Les canaux fonctionnent à plein, les villages sont pratiquement à portée de voie les uns les autres. Donc c'est une période très vraisemblablement de plein démographique. Alors, je vais m'en tenir là pour aujourd'hui. Donc la prochaine fois, nous examinerons le tableau qui se présente à cette même époque du IVe siècle, donc pré-invasion, en Sogdiane, tableau un peu différent, vous verrez. Et puis on abordera la catastrophe avec l'arrivée des premiers nomades chionites au IVe siècle. Je vous remercie.